précédent livre, le roi prédateur dénonçait la mainmise de Mohamed VI sur l'économie de son pays. Cette enquête à charge n'avait fait l'objet d'aucune poursuite judiciaire par le Royaume du Maroc. C'est pour cette raison que nous avons demandé à Catherine Graciet d'être consultante sur notre documentaire. Elle avait accepté notre proposition et nous avait ouvert son carnet d'adresses. Nous lui proposons une interview pour comprendre, elle, qui critiquait si durement le régime marocain. À un moment donné, oui, j'ai voulu l'argent. Et je l'assume. Et je l'assume pleinement. Voilà. Et j'ai aucun problème avec ça, à l'assumer. Vous ne vous dites pas, je Par contre, suis journaliste, c'est ma vie, je suis en train de rayer d'un trait de plume 10 ans de carrière. Mais peut-être que j'en ai marre d'investiguer sur le Maroc. Peut-être que je ne crois plus à l'investigation sur le Maroc à ce moment-là. Peut-être que je me dis, on a fait le roi prédateur, on a pris des risques juridiques immenses. Mais qu'est-ce qui a changé? Je vois dans la presse, tous les jours, qu'il est encore plus prédateur, que ces sociétés gagnent encore plus de contrats, sont encore plus présentes. Catherine Graciet a perdu la foi. Elle dit être allée au rendez-vous avec l'avocat marocain simplement pour prendre la mesure de la proposition financière. L'espace d'un instant, à l'hôtel Raphaël, elle se voit riche. J'ai eu 20 minutes, c'est à peu près le temps que j'évalue, où j'ai flanché. Voilà. De façon humaine, parce que je me suis vue avec de l'argent, beaucoup plus d'argent que ce que je ne pourrais gagner en beaucoup de temps, quoi. Voilà. Vous ne vous dites pas, c'est quand même malhonnête ce que je suis en train de faire, je ne vais pas pouvoir me regarder dans la glace? Ah ben si, bien sûr, ah ben si, je me dis c'est minable, et ça l'est, c'est minable. Mais j'ai l'impression que je commets une faute déontologique, je me dis c'est vraiment pas bien, mais en fait je suis en train de négocier pour moi, hein, un accord privé. Pour emporter le morceau, l'avocat marocain propose même une avance en liquide. Il arrive avec deux enveloppes dans une sacoche. Et moi, il me fourre la mienne dans le sac. Et il me dit, là, il était stressé. Il me dit, votre sac. Et je lui dis, il est là. Il me fait, ah. Puis il m'aide à la mettre dedans, quoi. Voilà. Et puis Éric Laurent m'en prend son enveloppe comme ça à la main. Je trouvais bizarre, mais bon, il le prend à la main. Ça représente quoi, 40 000 euros? Une enveloppe A4, même pas remplie. Les deux journalistes ont pris l'argent. De façon purement égoïste, sans se préoccuper des conséquences de leur acte. Car le grand gagnant de cet épisode, c'est le régime marocain. Le régime dit, vous voyez, ces Français qui viennent nous faire la leçon, ils touchent. On les achète avec une enveloppe pleine de billets, petite coupure. C'est misérable, c'est-à-dire que la parole française, du journalisme français est dévaluée. Elle est dévaluée. Nous perdons toute crédibilité pour un temps. Depuis qu'il règne sur le pays, Mohamed VI, le progressiste, s'est transformé en monarque autoritaire assumé. Le roi du Maroc est le chef suprême des armées. Et aujourd'hui, comme hier sous Hassan II, l'armée demeure le principal pilier du régime. L'armée au Maroc coûte, d'après les estimations de la CIA, 5,1% du PIB. 5,1% du PIB, lorsque la moyenne mondiale est de 1,9%. Ça veut dire que nous avons un système Maroc dans lequel l'armée coûte 3,2 points de PIB de plus que ce qu'elle aurait coûté dans un pays normal. Les liens étroits entre l'armée et le palais datent du début des années 70, au moment où Hassan II survit aux 2 coups d'État militaires. Les 2 tentatives de putsch ont échoué. Mais comme Hassan II n'a plus confiance en ses généraux, il va leur faire une proposition. Suite à ces 2 coups d'État, le roi avait réuni l'essentiel de ses officiers. Il leur a explicitement dit « faites de l'argent et oubliez la politique ». Le deal entre le roi Hassan II et ses généraux était simple. Enrichissez-vous et foutez-moi la paix. Ce pacte de corruption en bonne et due forme pour protéger la monarchie va générer de nombreuses dérives.
Mohamed VI se veut roi réformateur, mais dans l'armée, il ne va rien faire pour changer les choses. L'histoire de Mustapha Hadib, un ancien officier de l'armée de l'air marocaine, est emblématique. En 1999, le capitaine Hadib découvre qu'au sein de sa base militaire, dans le désert du Sahara, l'un des hauts gradés détourne du carburant au vu et au su de tout le monde. Ce carburant-là, il le revendait à des stations-service lambda. Un camion citerne, ça fait 5 000 €. On pouvait en vendre un tous les jours. Donc, ce n'est pas énormément d'argent. Mais pour un petit site dont le Maroc a des milliers, ce n'est pas des dizaines ou des centaines, c'est des milliers de sites comme celui-là. Donc, 5 000 € par jour. Je parle que du carburant. Ça atteint des millions d'euros par jour qui partent dans les poches de grands officiers de l'armée marocaine pour acheter leur silence, pour qu'ils puissent soutenir toujours le régime tel qu'il est. Mustapha Hadib prend sa plume. Il dénonce ce qu'il a vu. L'officier qu'il a mis en cause est immédiatement jeté en prison, puis traduit devant un tribunal militaire. Juste après, j'ai été puni moi-même pour participation au détournement de carburant. J'ai eu 45 jours d'arrêt. C'est le roi, par lui-même, par sa propre main, Mohamed VI, qui a signé ce document. Les mutations abusives, sans fonction. Moi qui avais toujours de belles fonctions, de beaux bureaux, beaucoup de militaires, beaucoup d'officiers sous ma responsabilité, beaucoup d'ingénieurs. Je passe de tout ça à rien, même pas une chaise, même pas un bureau. Dans l'armée marocaine aujourd'hui, la corruption a pris plusieurs visages. Certains hauts cadres n'ont plus aucune limite. Ils privatisent carrément les soldats de leur régiment pour leurs besoins personnels. Affecté au début des années 2000 dans une caserne de Casablanca, Abderrahim Mernissi était simple soldat dans l'armée de terre.